Nous sommes le 6 juin 1944. L'aube s'est levée sur les plages normandes. Depuis 6h30, la première vague d'assaut américaine se brise sur les défenses allemandes de la plage d'Omaha Beach. Les restes de la tempête de la veille, le rideau de fumée de protection des navires et le courant de travers ont fait que rien ne se passe comme prévu. Tandis que les premiers rapports qui remontent vers le QG américain parlent d'un massacre en règle, ils ne peuvent rien changer car la seconde vague est déjà en route. Celle-ci, ignorante des résultats de la première vague, s'imagine arriver sur des plages en cours de sécurisation et parée pour la progression dans les terres. La réalité va les rattraper dès leur débarquement sur Bloody Omaha. Omaha la sanglante. La Normandie venait de connaître son dernier jour de calme. Avant de nous plonger dans cette nuit du 6 juin 1944, je vais vous présenter le partenaire de cette vidéo. Les éditions OREP, maison d'édition française, publient depuis 1994 des ouvrages ancrés sur le territoire de la Normandie. Naturellement, les ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale et le débarquement occupent une place de choix dans le catalogue. Et c'est l'un de ces ouvrages qui m'a beaucoup aidé pour préparer ma série sur le débarquement. Le livre de Marc Laurenceau, Jour J, heure par heure, est un livre richement illustré, permettant de vivre les événements au plus près des actions, heure par heure. Le site des éditions OREP permet aussi de se faire livrer nos commandes rapidement en France mais aussi à l'international. Avant de partir en Normandie, pensez à vous abonner pour soutenir cette chaîne et les prochaines vidéos sur le débarquement. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur la vidéo. Avant d'entamer la seconde partie du débarquement d'Omaha Beach, voici le résumé décrit dans ma vidéo Omaha Beach partie 1, la première vague. Tandis que la seconde vague est en route pour les plages, la première vague d'assaut qui devait balayer les défenses allemandes est en grande difficulté. Sur Charlie, la compagnie de Rangers a atteint le sommet, mais a perdu près de la moitié de ses hommes. Ceux-ci progressent alors très lentement vers le WN 73 et 72, en limitant les pertes. Sur Dog Green, il n'a fallu que 20 minutes pour mettre hors de combat la compagnie A du 116e régiment de la 29e division d'infanterie. Sur Dog White et à la limite de Dog Red, les 32 chars du 743e bataillon de chars attendent seuls leur support d'infanterie qui a raté la plage. Ils restent entre deux eaux pour se protéger des canons anti-tanks. Les compagnies F et G se retrouvent loin de leur secteur entre Dog Red et Easy Green. Heureusement, la fumée masque leur arrivée et malgré quelques pertes venant du WN 68, ils arrivent à la protection du mur de la plage. Le 741e bataillon de chars, lui, a pris la marée, au sens littéral du terme. À l'exception de 2 chars, ils sont au fond de la Manche. À l'ouest de Easy Red, un tir de la compagnie E du 116e régiment se retrouve seul quasiment face au WN 65. Heureusement, la fumée masque leur arrivée. Ils se mettent sous la protection du mur de la plage. Au centre de Easy Red, le bataillon du sergent Stredzik de la compagnie E du 16e régiment de la 1re division a fait une petite percée et progresse dans les dunes de la plage. À l'est de Easy Red, face au WN 62, c'est un mélange entre les restes de la compagnie E du 16e régiment qui ont raté leur plage et une partie de la compagnie F du 16e régiment de la 1re division. Ils sont sous le feu des Allemands et les pertes sont importantes. Sur Foss Green, c'est les restes des compagnies E et F du 16e régiment de la 1re division qui sont tombés en face du WN 61 qui les massacre. Toutes ces compagnies perdent leur cohésion. Enfin, sur Fox Red, la compagnie L subit des dégâts mais reste cohérente, et ses troupes peuvent encore attaquer dès que la pression sur eux va diminuer. La compagnie I, qui s'était perdue vraiment trop à l'est, est en train de revenir vers sa plage d'objectif. L'assaut sur la pointe du Hoc, qui aurait dû commencer avec la première vague à 6h30, arrive en retard à 7h10, ce qui va avoir des conséquences graves pour les rangers de la pointe du Hoc, mais à l'inverse des effets positifs sur le déroulement de la seconde vague. Retrouvez à la fin de cette vidéo le lien vers ma vidéo D-Day l'assaut sur la pointe du Hoc et la première partie de l'assaut sur Omaha. Voilà la situation à 7h quand la seconde vague arrive sur les plages. Il est maintenant 7h du matin et la seconde vague d'assaut arrive sur Omaha Beach sans avoir la moindre idée du succès ou de l'échec de la première vague. Ils arrivent devant les portes de l'enfer et il faudra bien les passer car les autres vagues sont déjà dans les chaloupes prêtes à les suivre dans cet enfer. Entre la première et la seconde vague, les 30 à 40 minutes qui se sont écoulées ont permis à la marée de monter et de submerger une partie des obstacles que Rommel a mis en place sur les plages. S'il a été décidé de débarquer à la marée basse, c'est pour éviter les Hembalken ou poutres en bois surmontées d'une mine destinée à couler les embarcations du débarquement.
Heureusement, la mine a une mise à feu liée à un fil fin de métal qui casse sous l'effet de la rouille liée au sel. Beaucoup de mines n'exploseront pas au contact des barges de débarquement. Sur les plages, les hérissons tchèques doivent entraver les péniches et gêner les troupes. Mais malgré tout, sur Omaha, ils seront une faible protection pour les troupes sous le feu des mitrailleuses. Aux sorties de la plage et sur certains passages reconnus, les portes belges sont là pour entraver la progression des blindés. On en compte un peu plus de 200 mises en place sur Omaha. Un des avantages défensifs de la porte belge est qu'elle est longue à démanteler. Durant la seconde vague, le courant transversal est toujours aussi fort, et celui-ci apportera les mêmes ennuis de navigation qu'à la première vague. La vague qui arrivait ne se doutait pas qu'aucun support de la première vague ne sera disponible. Cependant, la première vague voit arriver les renforts avec soulagement, car le feu qui les cloue au sol se détourne vers les nouvelles troupes qui arrivent. Ainsi, elles pourront progresser pendant l'arrivée des renforts. À 7 heures, le chaos sur Dock Green est total, et les renforts du 1er bataillon du 116e régiment, comprenant les compagnies B et D, arrivent en vue de la plage. La compagnie B du 116e régiment touche la plage entre le secteur Charlie et Dock Green, tandis que 10 minutes plus tard, la compagnie D débarque dans le même secteur mortel que la compagnie A. Les deux compagnies arrivent en désordre et sont fauchées par les Allemands du 726e régiment de la 716e division. Les pertes sont très lourdes et toute la chaîne de commandement du 1er bataillon succombe comme les commandants de la compagnie A 30 minutes plus tôt. Pour ajouter au chaos sur la plage, les compagnies A et B du 2e US Ranger arrivent dans ce secteur mortel. Ce sont les compagnies de renfort qui devaient rejoindre le colonel Ruder sur la pointe du Hog, mais n'ayant pas reçu le signal à 7 heures comme prévu, elles ont été redirigées vers le secteur Charlie pour rejoindre la compagnie C, mais le courant les décale sur Dock Green. Dès leur arrivée au milieu des corps, des blessés et sous les tirs incessants des Allemands, leur progression est donc lente et près de la moitié des Rangers sont mis hors de combat. Malgré cela, les Rangers avec leur entraînement d'élite vont prendre les choses en main et mener l'assaut contre les défenses allemandes du secteur. Ils vont jouer un rôle crucial au fur et à mesure de la matinée. Dans le même temps, les péniches contenant le quartier général du 1er bataillon du 116e régiment débarquent à l'ouest des Rangers de la compagnie C du 2e US Ranger, le long de la falaise sur une plage isolée. Ils vont être bloqués sur cette plage par des tirs de sniper venant des WN 74 et 73 durant toute la journée. Sur la plage de Dog White, à la limite de Dock Green, c'est la compagnie C du 116e qui touche la plage vide à 7h10 face au WN 70. Leur chance est que la majorité des tirs du WN 70 sont concentrés sur les autres compagnies ayant complètement raté cette plage. Ils traversent la plage avec des pertes minimum profitant de la fumée présente sur la plage. Juste derrière eux, les 6 bataillons du 5e US Ranger sous les ordres du colonel Maschneider débarquent dans ce secteur faiblement défendu. Les Rangers ont pour mission de percer le front rapidement pour rejoindre la pointe du Hog par la terre le plus rapidement possible car, selon leurs informations du moment, l'assaut mené par le 2e US Ranger du colonel Ruder a échoué à prendre la pointe du Hog par la mer. Comme avec la compagnie C, l'ensemble des Rangers a traversé la plage sans trop d'encombre et se sont mis sous la protection d'un remblai de la plage. Ils commencent le nettoyage de la plage pour ouvrir des couloirs sécurisés, mais leur tranquillité ne pouvait continuer éternellement. Les mitrailleuses du WN-70 commencent le balayage de la plage avec les troupes bloquées au niveau d'un remblai face à un mur défendant le WN-70. Ce mur va bientôt devenir célèbre. Vers 7h15, la compagnie H et le quartier général du 2e bataillon du 116e régiment débarquent à la limite de Dog White et Dog Red, devant les WN 68 et 66 face à la sortie de la plage codée Dog Free, au lieu dit Les Moulins. Ils rejoignent les tanks du 743e bataillon de chars qui ont débarqué seuls sur cette plage à 6h29 et sont restés dans l'eau à la limite de la marée, ne pouvant avancer seuls sans le support de l'infanterie. La plage commence à être nettoyée et les hommes subissant de lourdes pertes venant de l'artillerie, des mortiers et des tirs de mitrailleuses se mettent sous la protection du mur anti-tank. Les tanks ont enfin du support et assurent le minimum de couverture pour les hommes qui progressent. À 7h20, les compagnies I et K du 116e régiment arrivent sur Easy Green et atteignent la digue de protection quasiment intacte à l'est du WN-66. Dans le secteur Easy Red, les compagnies L et M de la 116e arrivent en plein secteur désigné pour la première division d'infanterie. Le 3e bataillon du 116e régiment débarque sans trop de pertes par rapport aux plages des autres bataillons face aux WN 64 et 65 qui défendent la sortie de plage côté Easy One. C'est vers 7h30 que débarque le groupe de commandement du 116e régiment qui arrive dans le chaos de Dog White. Le groupe de commandement comprenait le colonel Charles Draper William Cannan, commandant le 116e régiment, et le commandant adjoint de la 29e division, le général de brigade Norman Cotta. Ils débarquent à la limite où se mélangent les restes des compagnies C et A et les hommes du 5e US Ranger cherchant à se mettre à l'abri. Le reste de l'unité de commandement coule dans la Manche après que leur péniche fut touchée par un obus tuant tout le monde.
Dans le secteur de la première division, à 7h30, la compagnie G du 16e régiment est la première de la seconde vague à toucher terre dans Easy Red au niveau de la compagnie E et F. Le restant des tanks du 741e bataillon de chars arrivent en même temps sur la plage, rajoutant de la confusion mais aussi un minimum de protection. La compagnie G subit environ 30% de pertes, mais la compagnie garde sa cohérence contrairement aux troupes déjà débarquées. 10 minutes plus tard, la compagnie H débarque à la limite de Easy Red et Fort Greene, pile en face du WN-62, subissant de lourdes pertes. Malgré cela, le secteur Easy Red semble plus prometteur pour obtenir une percée. À l'extrême est de Fort Greene, le 3e bataillon du 16e régiment, comprenant les compagnies M et K, arrive de manière coordonnée sur la plage à 8h, renforcé par la compagnie perdue I de la première vague. La marée monte beaucoup plus vite qu'annoncé, menaçant les hommes de noyade, les obligeant à avancer ou mourir. De nombreux blessés ne s'en sortiront pas et se noieront. À 8h, le QG du 16e régiment arrive sur Easy Red. Voyant la situation, le commandant du régiment, le colonel George Taylor, commence à pousser ses hommes vers l'avant, poussant son célèbre cri. 2 types de personnes vont rester sur la plage, les morts et ceux qui vont mourir. Maintenant, foutons le camp d'ici. Le colonel Taylor a rapidement repris le contrôle de ses hommes et a commencé à donner des ordres à ses officiers et sous-officiers pour sortir les hommes de la plage. Un premier assaut de la compagnie G s'engouffre dans la brèche réalisée par le groupe du sergent Philip Strezick dans l'écart entre le WN-64 et 62. Ils sont rejoints rapidement par la compagnie A qui vient de débarquer coincée dans un champ de mines ayant eu de nombreux blessés. L'ouverture permet à la compagnie A, G et E de progresser pas à pas pendant 2 heures et de prendre à 10h le WN-64, sauf un dernier bunker qui résistera jusqu'à la nuit. Le premier Winterstannes à tomber est le WN-60 qui sera pris aux environs de 9h par la compagnie L lançant l'assaut à partir de Fox Red. La compagnie L continue sa poussée vers le sud avant d'être arrêtée au nord de Colville par le WN-63. Dans le même temps, la compagnie E du sergent Strezick part alors en direction du WN-62 pour le prendre de flanc et dégager les autres compagnies bloquées devant. Il est près de 9h30 quand les troupes arrivent à pénétrer en contrebas des WN-62 et 61 dans le chemin de sortie de plage. Dans la brèche obtenue, le colonel Taylor ordonne à 11h aux 18 tanks restants du 741e bataillon de chars de foncer vers les fortifications du WN-62 de Colville-sur-Mer. En quelques minutes, 3 tanks sont détruits dans leur duel avec les défenses anti-tanks du WN qui vont résister jusqu'au milieu de l'après-midi. Le WN-62 sera abandonné par les Allemands n'ayant plus de munitions. Dans le secteur de la 29e division, l'arrivée du général de brigade Cotta et du colonel Charles Draper William Cannan va changer la donne à la limite de Dog Green et Dog White. Dès son arrivée, le LCA de Cotta et de Tommy est mitraillé et visé par les mortiers. 3 hommes sont tués mais le général et le colonel débarquent sur la plage sans encombre. Les 2 hommes vont faire des allers-retours sur la plage, ralliant les hommes sous le choc et les obligeant à avancer jusqu'à la protection du bord de plage. Aux alentours de 7h50, Cotta dirige un petit groupe de la compagnie C du 116e en avant de la plage, sous la protection des dunes pour éviter les mitrailleuses allemandes du WN-70 et 68. C'est là qu'il fait exploser le mur avec des bangalores. Rencontrant le colonel Schneider des 5e US Rangers, Cotta l'invective. De quelle unité s'agit-il? Quelqu'un cria « 5e Ranger ». Dans un effort pour inciter les hommes de Schneider à quitter la couverture de la digue et à avancer à travers la brèche obtenue, Cotta répondit « Bon sang, si vous êtes des rangers, alors montez là-haut et montrez la voie. » Les rangers montrent la voie devint ainsi la devise des rangers de l'armée américaine. Les troupes chargent à travers la brèche prenant des positions de défense à l'arrière. En parallèle, un peu plus à l'est, le colonel Cahan rallie et dirige les hommes restants des compagnies F et G du 116e vers les WN 68 et 66. Pratiquant 4 trous dans le réseau de barbelés, ils atteignent le haut de la dune à 9h. Tandis que le plateau est sécurisé, le général Cotta envoie les 5e Rangers et la compagnie C en direction de Virville en longeant la route de la côte. Petit à petit, les hommes avancent. Sur Dog Red, le major Sidney Bingham rassemble les restes des compagnies E, F et G décimées durant le premier assaut et lance une attaque sur le WN-66. Le premier assaut est repoussé, mais le renfort de la seconde vague des tanks du 743e ainsi que le second assaut d'infanterie percera les défenses aux alentours de 9h. Le WN-66 tombera à 9h30. Près de 600 hommes atteignent enfin le haut de la colline et progressent vers le sud, vers Saint-Laurent-sur-Mer. Pendant ce temps, la compagnie F du 16e régiment sur Fort Greene commande l'assaut sur le WN-62, pendant que les autres compagnies de la plage lancent l'assaut sur le WN-61. Durant l'assaut, qu'un des tanks restants du 741e Tank Battalion arrive à détruire le canon de 88 du WN-61.
Entre 9h et 10h, les troupes commencent lentement à sortir des plages par les trous de souris ouverts et à prendre position sur le haut des dunes se mettant à l'abri des WN allemands. À 10h, 3 percées ont été faites, mais la situation reste désespérée. Cependant, la vision de la bataille vue par le haut commandement à partir des bateaux est dramatique. Les preuves de pertes importantes, les destructions des tanks et autres matériels lourds en feu montrent aux forces navales et terrestres que le débarquement est complètement bloqué sur la plage. Les problèmes radio et la fumée autour des plages convainc le quartier général que le débarquement est une catastrophe. Il est décidé d'une pause dans l'envoi des hommes et du matériel en direction des plages de Omaha à 10h. Mais la 3e et 4e vague est déjà à l'eau en route vers les plages. Un support naval est envoyé au plus près de la plage pour assurer des coups directs sur les défenses côtières. À Omaha, les frégates françaises Escarmouche, Aventure et la corvette Rosalie accompagnent les convois américains du 5e corps d'armée US. Venus le 3 juin d'un port irlandais, les 2 croiseurs de 7500 tonnes, George Legge et Montcalm, avec leur ravitailleur de 10 000 tonnes, le croiseur Duquesne, étaient aux ordres de l'amiral Jaugeard. Ils participèrent au bombardement des défenses de la zone d'Omaha, tirant plusieurs milliers d'obus en 4 jours, puis se retirèrent de l'action le 16 juin. Ce support va détruire complètement le WN-73 qui bloquait le chemin de la compagnie C du 2e US Ranger arrivé sur Charlie, et fortement endommagé le WN-68 et 66 qui gardent la sortie de Dog Free. Cependant, ces 2 positions, bien que débordées de toutes parts, résisteront jusqu'au soir. Après ces destructions, les Allemands d'Omaha Beach réalisent que la situation est en train de leur couler entre les mains. Le commandant du 726e régiment contacte alors le haut commandement du 352e pour indiquer que les Américains ont percé la plage et qu'il faut envoyer une contre-attaque pour stopper les Américains sur la plage. Le général Dietrich Kreiss, commandant la 352e division, considère la situation moins critique que du côté anglais sur Gold Beach, où les tanks anglais ont percé les défenses dès le matin. Il décide donc d'engager ses réserves face aux Anglais qui sont plus avancés. Cependant, il envoie le 1er bataillon du 915e régiment en direction d'Omaha pour repousser les Américains durant leur retour vers la plage de Gold. Le 1er bataillon du 915e régiment arrive dans la zone aux alentours de 9h30, mais la maîtrise de l'air par l'aviation alliée ralentissent grandement la progression des renforts et le bataillon n'arrivera au contact des Américains au milieu de l'après-midi, ayant subi quelques pertes. À 10h, le 115e régiment de la 29e division et le 18e régiment de la 1re division commencent leur mouvement de débarquement vers les plages. Le 115e régiment, qui devait normalement débarquer sur Easy Green, va être forcé de débarquer sur Easy Red, là où les combats sont arrêtés. Le 115e régiment va alors profiter de la percée déjà réalisée dans ce secteur. À part quelques tirs de mortier, le régiment ne subira que des blessures légères. Les tanks ayant déjà détruit les WN-65 et 64 depuis le matin sur Easy Red, les derniers points de résistance du WN-64 sont définitivement réduits à 11h30. La première sortie de la plage d'Omaha est ouverte. Les renforts des équipes d'ingénieurs nettoient la plage à coups de bulldozer pour faire de Easy Red la plage principale pour le débarquement du reste des troupes. Pendant ce temps, le 18e régiment a débarqué dans une zone beaucoup plus compliquée. La marée montante, les obstacles de la plage ainsi que les défenses de la plage toujours en place empêchent les LCA du 18e régiment de trouver une voie d'accès simple à la plage. Vers 11h, ils trouvent une voie vers Fox Green, mais la plage est toujours sous les coups du WN-61. Alors, un nouveau destroyer est envoyé pour servir de support aux troupes qui débarquent. Ces tirs vont faire taire les dernières défenses du WN-61, permettant aux troupes de débarquer de façon plus sécurisée. Le 18e arrivera sur la plage avec des pertes légères. L'arrivée de 2 régiments composés de troupes fraîches va définitivement faire tourner la bataille de la plage en faveur des Américains. Heureusement, avec l'arrivée des 115e et 18e régiments, la situation sur Omaha Beach va rapidement évoluer dans le bon sens. Pendant ce temps, les Américains continuent à pousser dans les terres, combattant le long de la route de la côte et des villages alentours de la plage. Vers midi, le premier village a été libéré, celui de Vierville-sur-Mer, pris par les troupes de la compagnie C du 116e régiment, les Rangers du 5e US Ranger dirigés par le général Cotta et les troupes du 2e US Ranger venant du secteur Charlie. La plage d'Home Green est ouverte et les blessés peuvent enfin être évacués vers les navires hôpitaux, alors qu'ils doivent normalement rejoindre la pointe du Hoc rapidement, devant l'état des pertes sur Dog Green et les 17 tanks restants du 743e Tank Battalion. Le colonel Kahn décide de mettre la troupe en défense de Vierville pour la nuit. Seule une patrouille du 5e US Ranger va parcourir les 7 km les séparant de la pointe du Hoc au travers des ennemis pour prévenir le colonel Ruder que le débarquement réussit. Ils arriveront à la tombée de la nuit sans perte et aideront Ruder à tenir la pointe du Hoc. La progression vers Saint-Laurent au centre est beaucoup plus lente.
Les troupes du 2e et 3e bataillon du 116e régiment, fortement fatiguées par les combats sur la plage, vont être stoppées facilement par les Allemands du 916e régiment, bien retranchés dans le village. De plus, les WN 67 et 69 dans l'arrière-pays fournissent une couverture d'artillerie idéale aux Allemands du village. À la fin de l'après-midi, les premières troupes du 115e régiment arrivent dans le secteur en même temps que les renforts allemands. Le 115e régiment a progressé lentement dans la peur des mines et des snipers dans les bois alentours. Saint-Laurent-sur-Mer ne tombera pas ce jour, mais durant la matinée du 7 juin. À l'est, la bataille pour Colville a commencé en milieu de matinée. Aux alentours de midi, les Américains arrivent du côté ouest du village. Au milieu de l'après-midi, le 1er bataillon du 915e régiment prend position en défense au sud du village, forçant les troupes américaines à se mettre en défense. L'arrivée du 18e régiment, avec un soutien naval important en fin d'après-midi, permet au 2e bataillon du 18e régiment de prendre le point de défense WN63 défendant Colville-sur-Mer et établir une position de blocage pour la nuit. Le 1er bataillon prend position entre Colville et Saint-Laurent pour la nuit. Il faudra 2 jours de plus pour finaliser le plan des objectifs américains prévus pour le 6 juin. La situation américaine est difficile, mais les nombreux renforts débarquant sur les plages vont permettre dans les jours suivants de déborder les défenses allemandes avant l'arrivée des divisions allemandes de renfort. La bataille de Normandie ne fait que commencer. Pendant que la bataille progressait, les commandants des deux armées vont recevoir des rapports fragmentés et contradictoires sur la progression de la bataille. Cela va les rendre confus sur la situation réelle de la progression. Depuis son quartier général sur le croiseur USS Augusta, à 18 km de la côte, le général Omar Bradley, commandant la première armée américaine, attend les rapports venant de la plage. N'ayant pas de rapport clair au milieu de la matinée, le général Bradley demande au major Chester Hansen, un officier de son équipe, de prendre un bateau pour aller sur la plage voir la situation. Hansen va être le témoin de la situation sur la plage et les dégâts occasionnés, mais n'aura pas la vision du haut de la plage et retourne à 11h30 auprès de Bradley en lui disant « Une catastrophe nous attend ». Le résultat de ce rapport est l'impossibilité d'avoir des rapports clairs de la situation réelle. Bradley envisage la retraite de la plage et un débarquement du reste des réserves vers la plage de Gold Beach. Pire encore, sur base de ce renseignement, à 13h, Eisenhower ordonne un bombardement de Omaha Beach. Heureusement, ce bombardement a été impossible à faire, car il aurait été épouvantable et coûteux dans la zone. Du côté allemand, c'est l'inverse. Les défenses de Omaha semblent tenir bon et maintenir les Américains sur la plage comme l'avait prévu Rommel. Cela a pour conséquence que le général Kreiss considère la situation de Gaulle beaucoup plus importante. Au début de l'après-midi, le général pense toujours que les défenses tiennent les Américains sous contrôle. La bataille d'Omaha Beach a été la plus sanglante de toutes les plages du débarquement. C'est malheureusement la conjonction de 3 défauts typiquement américains qui générera le bilan de cette plage. Tout d'abord, une trop grande confiance dans la préparation du débarquement, qui au final a été désastreuse et sans aucun effet sur les défenses côtières. Une trop grande prudence de la marine américaine qui ne voulait pas endommager ses navires en les approchant beaucoup plus près du bord de la plage. Cela a entraîné plusieurs conséquences. 1. Les tirs à 15 km ont tous raté et la distance ne permettait pas un contrôle du résultat. 2. Les LCA et LCVP ont été mis à l'eau très loin, ce qui a rendu malade plus de 50% des Américains devant débarquer, les rendant beaucoup moins aptes à agir sur les plages qui étaient un enfer. C'est à partir de 10h que la situation va se débloquer grâce à l'initiative des destroyers venant au plus près des plages, quitte à s'échouer pour détruire une partie des WN et faciliter le travail des soldats sur la plage. Après la prise de hauteur vers 10h, les ingénieurs élargissent le chemin numéro 1 de Easy, codé E1. C'est sur cette plage sécurisée que va commencer le balai logistique américain. Les LCA et LCVP vont faire la navette toute la journée, emportant les blessés vers les navires hôpitaux et prenant les restes de la 29e et 1er division encore sur les bateaux. À la fin de la journée, 34 200 hommes vont débarquer sur Omaha Beach. À 10h, il n'était qu'à peine 6000. Les pertes sont 2374 morts, blessés ou disparus. Le détail des pertes est 1190 hommes de la première division, 743 hommes de la 29e division et 441 hommes des autres unités. Au total, 794 morts, majoritairement de la première vague, 331 disparus et 1349 blessés. Plusieurs recalculs donnent des chiffres moindres sur les pertes. Les pertes allemandes sont d'environ 1200 hommes. Le général Richter du 716e annonce au soir du 6 juin que 80% de ses troupes sont hors de combat sur l'ensemble des plages. Les bataillons 914 et 916e du 352e régiment, bien qu'endommagés, sont fonctionnels et ralentiront la progression américaine des prochains jours. Le jour le plus long est terminé.
La bataille de Normandie peut commencer. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Laissez un commentaire sur la vidéo et pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes de Temps de bataille sur le jour le plus long et la bataille de Normandie.